Alors, je vais vous présenter Aziz Essadek. Vous êtes psychologue clinicien, docteur en psychologie et maître de conférences en psychologie à l'Université de Lorraine. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Université de Montréal. Vos recherches interrogent la protection de l'enfance, ainsi que le sport, l'agressivité et le passage à l'acte. Après avoir exercé plusieurs années au service social de l'enfance de l'Essonne, vous avez été responsable du pôle santé mentale pour foyer de jeunes travailleurs du Val-de-Marne et de l'Essonne. Vous formez différents professionnels, dont les cadres des établissements publics d'insertion de la défense, EPIDE. Je me permets quand même de compléter ma présentation. Oui, je suis biostatisticien aussi en santé publique, ce qui est assez original pour un psychologue d'orientation psychanalytique. Et c'est suffisamment important de le souligner puisque ma présentation va être intrinsèquement séparée entre la clinique et... Vous m'entendez pas? Oui. C'est bon ou pas? Ouais. Je peux essayer de parler comme ça, ou même comme ça, si vous préférez. Ça te dérangera pas? Est-ce que... il y a un peu d'écho quand même, je suis désolé. Peut-être que le micro ne s'éclate pas. Si je parle comme ça, ça va vous problème. Je vais essayer, mais voilà, je ne sais pas si ça va générer des difficultés pour entendre. Je suis vraiment désolé. Je suis dans une petite fac de province, on n'a pas beaucoup de micros pour parler. Alors, ouais, voilà, j'étais en train juste de vous dire rapidement que je suis aussi biostatisticien en santé publique. J'ai commencé le master que je n'ai pas terminé parce que je prenais mes fonctions de maître de conférence l'année où je faisais mon master. Et à un moment donné, il y a une incompatibilité d'emploi du temps où j'étais jury pour mes propres étudiants les journées où je devais passer mes partiels. Et c'est au second semestre, donc c'est juste vraiment une question de validation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la présentation va être à la fois dans une perspective qualitative, dans une perspective subjective, mais aussi dans une perspective quantitative. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on interroge aujourd'hui, l'interdisciplinarité, on va dire l'interdisciplinarité aussi méthodologique, comme l'a souligné Adèle tout à l'heure. Et franchement, je pense qu'il faut faire écrire un article sur cette question parce que toute une partie de mon HDR que je rédige en ce moment est vraiment sur ces questions-là. Un de plus. Mais bon, le point de départ de mon investissement en tant que chercheur dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est des rencontres cliniques. Pour être transparent avec vous, pourquoi j'ai bossé pour la protection de l'enfance? Tout simplement parce qu'à la fin de mes études, je cherchais un taf, que j'en trouvais pas, que j'ai une copine qui m'a gentiment aidé à intégrer une institution, et ouf, voilà, dans un service d'AEMO, donc aide éducative en milieu ouvert sur le secteur de Corbeil-Essonnes. Après 3 années à
travailler en tant que psychologue et parallèlement à faire ma thèse de doctorat. Donc j'étais un bon petit étudiant, travaillé sérieusement, moi je le crois. J'ai été confronté à ce qui a été pour moi un des éléments les plus ébranlants dans ma position de psychologue, ce qu'on pourrait parler d'inquiétante étrangeté et surtout d'incapacité professionnelle. Ça a été une rencontre avec une mineure de 14 ans qui se prostituait. Je suis sorti de cet entretien, quand j'ai compris qu'elle se prostituait, je suis sorti de cet entretien, j'ai été voir la chef de service, j'ai été voir la travailleuse sociale référente de cette mesure, pour leur dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et c'était en 2014, je me rappelle très bien, et en 2014, on ne faisait rien. Mais absolument rien. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'association qui était mobilisée sur cette question. Il n'y avait pas du tout d'association, il n'y avait pas de maillage interinstitutionnel comme on peut en avoir aujourd'hui. Et l'étudiant que j'étais, ou plutôt le chercheur que j'étais, a commencé à faire une revue de la littérature sur Kern, classiquement, comme chacun d'entre nous. Et à l'époque, il existait un article sur la prostitution des mineurs publié dans la revue Adolescence en 2006. C'est tout. Autant vous dire, on était dans un vide scientifique, clinique, relatif à cette question. Et le temps de finir ma thèse, 2 années après, j'ai déposé un premier projet de recherche avec un désir de sortir de mes propres représentations de clinicien. Donc, je suis parti sur un premier projet de recherche qualitatif pour essayer d'avoir une représentation partagée entre les différents professionnels qui pouvaient graviter autour de cette problématique. Et parallèlement, j'ai développé un projet de recherche sur une lecture quantitative des jeunes de l'aide sociale à l'enfance pour essayer de comprendre les trajectoires à la fois subjectives, psychopathologiques et traumatiques des mineurs de l'ASE et plus particulièrement de ceux qui sont en situation de prostitution. Très rapidement, dans mes recherches, la première complexité a été d'un point de vue sémantique. Doit-on parler de prostitution pour les mineurs? C'est une question qui est importante, d'autant plus que quand j'ai pu rencontrer la CPE, donc l'Association contre la prostitution des enfants, le terme ou les termes privilégiés à l'époque, c'était le michetonnage et la prostitution. Or, dans la revue internationale, on ne parle pas de prostitution des mineurs, on parle systématiquement d'exploitation sexuelle des mineurs. Parce que ça a un sens social de parler de prostitution, ça a une représentation sociale et ça a une connotation. Parler systématiquement d'exploitation sous-entend que la mineure est victime soit d'un réseau, soit de son propre parcours psychotraumatique. Alors qu'en est-il de ce parcours psychotraumatique? Pour ce faire, il faut l'investiguer. Alors désolé, je vous avais préparé un PowerPoint et je le gardais que pour moi, parce que je n'arrive pas à le diffuser. Mais très rapidement, on a déjà des difficultés. Alors très rapidement, ce que j'ai fait d'un point de vue quantitatif, j'ai reproduit une étude canadienne qu'on appelle, comme par hasard, les Canadiens, les Harvard. Ça permet d'associer, je suis désolé, je passe du coq à l'âne, c'est un peu ma façon de travailler. Vous allez parler des questions typiques par rapport aux enfants adoptés. Je ne vais pas vous répondre à cette question, mais il y a une étude américaine qui a été réalisée par l'Université de Yale, qui a été publiée dans le Lancet Adolescence and Child and Adolescent Health, sur des trajectoires longitudinales des enfants placés en centre d'hébergement en Roumanie, placés dans des familles d'accueil ou adoptés. Et ils ont regardé, donc on parlait de placement précoce, on a regardé les placements de 3 ans jusqu'aux 17 ans de l'enfant. Ça a vraiment été un travail longitudinal sur une cohorte de plus de 3000 mineurs. Et ceux qui avaient, j'ai envie de dire, les moins grandes problématiques d'attachement, c'était les enfants qui étaient placés en famille d'accueil et les enfants qui étaient adoptés. Voilà. Par rapport au développement psychopathologique, c'est quand même assez important de souligner que ça a une importance. Voilà. J'ai gardé ça en tête depuis tout à l'heure, donc je me permets de vous le mentionner.
Donc, l'objectif, ça a été de regarder les enfants. Donc, j'ai adapté une étude, ça m'a pris 2 ans pour créer un outil, une étude d'incidence québécoise qui a été dirigée par Nicolas Trocmé. Et comme vous l'avez dit, je suis chercheur associé à l'Université de Montréal, donc je travaille tous les ans avec le Canada. Je pars le mois prochain pour une conférence sur le symposium sur le trauma et présenter l'évolution de mes recherches. Et donc j'ai adapté à la fois au système français et à la fois à la question de la protection de l'enfance, puisque l'étude d'incidence québécoise, c'est sur ce qu'on appelle l'équivalence décrite des cellules de recueil des informations préoccupantes. Et donc j'ai fait ça avec le département de l'Essonne, qui est composé de 6000 mineurs. On a fait une équation de Cochrane qu'on appelle, voilà, c'est très statistique, pour voir le nombre d'enfants nécessaires dans l'accord pour avoir une significativité statistique. Il nous en fallait 365. Donc, il en fallait, je sais pas, il en fallait 365, on en a eu 1315 dans l'étude, ce qui permet d'avoir une exhaustivité statistique suffisante. Pour vous donner donc certains éléments sur l'étude, sur les 1315 mineurs, on en a eu 62 en situation d'exploitation sexuelle. La première chose que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis amusé à regarder, si on prend les 304 000 mineurs placés en France, on fait des analyses de proportion, ça donnerait combien de mineurs en situation de prostitution? Ça donne approximativement 15 000 mineurs en situation de prostitution ou d'exploitation sexuelle au sein de l'ASE, avec un intervalle de confiance compris entre 12 500 et 17 500. Donc, ça fait donc 15 000 mineurs, c'est ce qui représente 2 fois plus le chiffre du ministère de la Jeunesse actuellement, qui est entre 7 et 10 000, sachant qu'on parle de 2% de la population entre 10 et 18 ans, qui est la population de l'ASE aujourd'hui, c'est 2% des enfants de France. Et quand on regarde un peu plus en profondeur les données, on a 73% de mineurs qui se prostituent sont des femmes et 27% sont des garçons. Donc on a une proportion très importante. On a 22,5%, excusez-moi, 22,5% de mineurs qui se prostituent sont des filles et 27,5% sont des garçons. La moyenne d'âge des mineurs en situation de prostitution est de 15,6 ans avec un intervalle de confiance de 2,5, c'est-à-dire que c'est compris entre 13 et 18 ans principalement. Alors on a quelques données aberrantes qui ont été confirmées, donc on a gardé. On avait une mineure de 6 ans qui est en situation d'exploitation sexuelle, pris dans un réseau. Également, un des points importants, c'est que les mineurs en situation d'exploitation sexuelle sont 2,5 fois plus exposés à une déscolarisation que les autres mineurs. Donc on voit bien qu'il y a un impact sociétal, notamment dans la continuité du parcours institutionnel des enfants. Ensuite, ce que j'ai regardé, c'est les causes des maltraitances infantiles, ce qui a causé le placement, pour comprendre les trajectoires d'exploitation sexuelle. Je suis désolé pour le son. Alors, déjà, les mineurs de l'ASE. On va essayer de trouver une solution sur vraiment n'importe quoi. Les mineurs de l'ASE sont déjà des mineurs qui sont reconnus pour leur exposition à ce genre de violence. Sexuelle. Vous entendez parler? Tournez le haut-parleur, mettez le haut-parleur de côté. Tournez le haut-parleur, c'est mieux.
faut pas qu'il soit face au micro, l'interférence et que le haut-parleur soit un meublé. Donc je le suis là-bas, je me mets derrière. Ouais. Ça marche mieux ou pas? Vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. Ce que je vous disais, les mineurs sont déjà connus pour leur maltraitance. C'est la raison pour laquelle ils sont placés. Et vous le savez tous, il y a une évaluation qui est modélisée par la NESM, qui a été incorporée dans la HS, évaluation interdisciplinaire entre travailleurs sociaux, médecins et psychologues, qui amène à la situation de placement. Les mineurs en situation d'exploitation sexuelle ont été 11 fois plus exposés à des violences sexuelles que les autres mineurs de l'ASE. Ils ont été exposés 3,5 fois plus à des violences physiques, 3,6 fois plus à des violences psychologiques et 2 fois plus à des violences, à des violences conjugales. Si on associe l'ensemble des maltraitances, ils sont en moyenne exposés à 3,6 formes de maltraitance, tandis que les autres mineurs de l'ASE sont exposés à 2,2 formes de maltraitance. Donc on a une compréhension que les mineurs en situation d'exploitation sexuelle sont des mineurs qui sont surreprésentés dans la maltraitance infantile qu'ils ont subie, surtout dans les problématiques liées aux violences sexuelles, évidemment. Et donc ensuite, on a poursuivi en regardant les symptômes psychologiques de ces mineurs, à savoir qu'ils sont en moyenne 2 fois plus dépressifs que les autres mineurs de l'ASE, 2,3 fois plus exposés à des troubles anxieux, ils ont 3,8 fois plus d'idéations suicidaires. Et cette variable, pour moi, elle est très importante parce que Guillaume Ronsard, qui est pédopsychiatre, professeur de pédopsychiatrie à Brest, a souligné que les mineurs de l'ASE avaient moins d'idéations suicidaires que les mineurs en population générale. Par contre, quand ces idéations suicidaires apparaissent, ils sont plus à risque de passer à l'acte. Donc, identifier ces mineurs est quelque chose d'important pour tenter de les accompagner dans la prise en charge de leur souffrance psychique. Ensuite, ce sont des mineurs qui ont bien sûr des comportements autodestructeurs, ça vous allez me dire ça va avec les idéations suicidaires, et aussi des troubles de l'attachement. Et pour terminer, ça c'est une problématique qui commence à être plus connue. Ils sont 10 fois plus exposés à une consommation d'alcool et à une consommation de substances psychoactives type cannabinoïdes. Voilà. Et bien sûr, la dernière information qu'on a, c'est sur les fugues. C'est des mineurs qui fuguent 12 fois plus que les autres mineurs. Donc, ils ont des comportements d'éloignement et d'évitement institutionnel. Voilà, je peux avancer. Excusez-moi, juste par rapport à ça, est-ce que Oui. vous avez regardé l'âge d'entrée, l'âge du placement? Oui, c'est pas un indicateur. D'accord. Et s'il y avait, du coup, parce qu'en fait, il y a certains enfants placés qui étaient. Les questions viennent après, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc voilà. On a eu l'idée, c'était de regarder dans un premier temps quels étaient les éléments quantitatifs relatifs aux maltraitances infantiles que ces mineurs ont pu subir, mais aussi relatifs aux symptômes psychopathologiques. Et dans un deuxième temps, on a été voir de façon qualitative la représentation des professionnels qui interviennent auprès de ces mineurs en situation de prostitution. Alors, je ne vous cache pas que la représentation est cohérente en lien avec les problématiques rencontrées. Pour ce faire, on a interviewé 46 professionnels de la protection de l'enfance. Et de façon significative, je suis désolé, je ne peux pas parler de significativité en recherche qualitative, de façon globale, on se rend compte que les professionnels identifient bien les difficultés des mineurs, que ce soit une problématique de genre, que ce soit une problématique de trauma, que ce soit des problématiques liées à la répétition de ce trauma, c'est des choses qui sont importantes, de la nécessité de se dissocier par rapport à cette répétition,
que ce soit... alors par contre, on se rend compte qu'il y a des erreurs, des éléments qui sont un peu erronés, mais qui sont aussi monnaie courante, c'est-à-dire on se donne la représentation qu'un mineur se prostitue pour de l'argent, pour des objets. Ça peut être, j'ai envie de dire, la face émergée de l'iceberg. On se rend compte quand même, systématiquement, il y a du psychotrauma plus en dessous. Et je donne un exemple. Il y a un an, j'ai été interviewé par le STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe, qui m'ont demandé, voilà, vous avez fait une étude, première question, lesquelles sont consentantes pour se prostituer? Parce qu'il y a un commissaire qui a dit, pour lui, sur toutes les mineurs en situation de prostitution, elles sont quasiment toutes consentantes. Et moi je dis, mais attendez, vous parlez de consentement, alors bien sûr c'est le STRAS. Le STRAS à un moment donné a voulu défendre une question, est-ce qu'on autorise la prostitution des mineurs? C'est une question qu'ils ont soulevée. Est-ce qu'on peut parler de consentement quand vous avez été violé, quand il y a eu une répétition de ce viol, quand vous avez été traumatisé? Parce que ce que mes études montrent, c'est qu'au sein d'une population identifiée comme étant maltraitée, c'est celles qui ont été le plus maltraitées. Donc le rapport au consentement est quand même un peu étonnant. Ce qui est plutôt cohérent, ça serait plutôt de parler qu'est-ce qui reste de leur subjectivité dans ce parcours traumatique? Qu'est-ce qui reste de leur capacité, tout simplement, à se représenter leur propre corps? Et ça, c'est une question qui est fondamentale dans la prostitution des mineurs et qui a été un point névralgique des entretiens que j'ai menés avec les professionnels. C'est qu'à aucun moment on parle de sexualité avec les mineurs en situation de prostitution. À aucun moment on parle de leur corporalité et de leur investissement à l'égard de leur propre corps. Pourquoi? Parce que ça semble être occulté par la représentation de la prostitution qui prend toute la place. Et c'est des questions qu'il faut vraiment mettre au travail sur comment on les accompagne à réinvestir ces questions qui sont fondamentales pour le développement, surtout à cette période qui est l'adolescence, où les questions relatives à la sexualité, à l'identité, sont des parties prenantes de l'investissement des sujets. Une fois qu'on a dit ça, ça nous invite à réfléchir sur qu'est-ce qu'on propose au final pour ces mineurs. Et de façon globale, on n'a pas de solution. Voilà. C'est horrible à dire, mais aujourd'hui, on n'a pas de solution. Il y a une complexité des dispositifs pris en charge. Ce soir, je suis invité, j'ai très hâte de cette rencontre. Je suis invité par France 2, vous savez, la semaine dernière, il y a eu le film Presque morte qui a été diffusé sur France Télévisions. Et ce soir, il y a un débat à la Cité Audacieuse, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils m'ont invité, je voulais bien venir voir le film avec nous et débattre sur cette thématique. Et avec grand plaisir. En plus, c'est mis en place par l'association UNI, qui est l'association spécialisée sur la prostitution des mineurs. Qu'est-ce qu'on propose à un moment donné comme prise en charge de ces mineurs qui, malheureusement, ont une discontinuité institutionnelle? L'ensemble des professionnels en contact vous disent la seule chose qui permet de fixer quelque chose, c'est de leur proposer un espace où ils pourront investir quelque chose dont ils seront de passage. Et c'est dans la répétition de cet espace que quelque chose se fixera et qu'on pourra travailler quelque chose. En d'autres termes, le cadre, la continuité du cadre thérapeutique. Même si on sait très bien qu'on va être exposé à des fugues, à des répétitions de fugues et de mise en danger du corps, ce qui est fondamental dans la prise en charge de ces mineurs, c'est qu'elles puissent savoir qu'à un moment donné, quelque chose puisse se fixer dans le temps, dans l'espace, qui sera lieu ressource pour elles. Et ça, c'est quelque chose de fondamental si on ne veut pas qu'elle s'expose à une répétition traumatique des viols répétés. Parce qu'une mineure qui se prostitue, ou une mineure qui est victime d'exploitation sexuelle, c'est une mineure qui se fait violer à plusieurs reprises, sous couvert qu'elles vont être financées, qu'elles vont avoir de l'argent. Encore faut-il qu'elles y perçoivent quelque chose, puisqu'il y a tellement de strates de mags, de protecteurs, de ceci, de cela, qui ne sont jamais intégrés et qu'il faut vraiment... Voilà, c'est un réseau. Celle qui, je trouve, en parle le mieux, c'est une juriste qui est chercheuse au CNRS, qui s'appelle Bénédicte Lavaux-Legendre, qui a une approche très juridique
de la question de l'exploitation sexuelle, c'est une logique de réseau. Et nous, on peut l'entendre aussi comme ça, c'est-à-dire réseau sociétal au sens de micro-organisation criminelle, mais aussi en tant que réseau de symptômes. Ce qui émerge de façon significative dans ces psychopathologies, ce sont des réseaux de symptômes qui vont prendre le dessus dans la compréhension, ou du moins dans nos interactions en tant que professionnels, mais qui doivent avoir un sens subjectif dans la trajectoire de ces patients. Et c'est qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en sens qui, excusez-moi, pour moi fait sens. Alors, j'avais envie de poursuivre aussi sur les différentes recherches que j'ai pu mener avec des collègues, notamment à l'international. Je travaille beaucoup avec la Suisse, avec la Suède, avec l'Australie, notamment sur ces questions-là. Et là, non, ça va être. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on interroge la maltraitance, elle a vraiment des transformations protéiformes de l'être. Mais moi, je ne m'y attendais pas à ça, c'est-à-dire que les enfants qui sont maltraités ont des modifications épigénétiques qui vont être associées à un risque de psychose à l'âge adulte. Les enfants qui sont maltraités ont un risque significatif d'une augmentation et d'inflammation du système immunitaire par la protéine L6 qui font qu'ils vont avoir ils vont être immunodéprimés de par la maltraitance. Les enfants qui sont maltraités ont des risques cardiovasculaires, des risques d'obésité, des risques de létalité précoce. Donc la maltraitance est une problématique vraiment interdisciplinaire au sens où ça a été souligné juste avant et qui nécessite d'avoir une approche globale avec des enjeux qui sont les nôtres. Le nôtre, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental en tant que psychologue, c'est comment on les accompagne dans une mise en dynamique de ce sens qui a été effracté par les phénomènes de maltraitance à la répétition. Et je pense que pour le bien de vos oreilles, je vais m'arrêter là.